Bonjour à nouveau, bienvenue à toutes et à tous. On va poursuivre ce café littéraire. Et ce petit signe-là, ça ne veut pas dire tournée générale, hein, parce que Sébastien, il pensait qu'on allait offrir à boire à tout le monde, mais non. Non, c'est juste que c'est le début, c'est pour lancer le générique. Désolé Sébastien, vraiment. Alors, on est ici bien entouré avec Anne. Anne, tu nous rejoins sur ce plateau pour le premier café littéraire de ta vie. Oui, Anne Oui, en Plantier. fait, c'est mon baptême. Voilà, c'est ça. Donc soyez gentils avec elle, hein. Et nous sommes avec des auteurs et des autrices, enfin un auteur et deux autrices. Nous avons Ivy, qui est là pour une histoire douce aux éditions Gallmeister et qui va être interprétée par Fabienne Gondron, qui est à sa droite. Bienvenue Fabienne, toujours plaisir de te voir. Nous avons à ma droite Sébastien Dulude pour Amiante aux éditions La Peuplade, qui est là, qui est à ma droite. Et puis Sandrine Colette, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir. Alors, je n'ai même pas terminé, que tu déjà applaudi, pour Madeleine avant l'aube aux éditions Jean-Claude Lattès. Et on va commencer avec un peu de langue étrangère, parce qu'on n'a pas encore entendu l'anglais, sauf erreur aujourd'hui. Et Ivy, donc une histoire d'ours aux éditions Gallmeister. J'ai parlé de toi, Fabienne, qui interprète, mais il y a toujours des traducteurs et des traductrices. Et là, c'est Jacques Mayos qui a traduit le livre en français. Une histoire d'ours. Alors, Aylwin, je vais vous présenter très rapidement. Vous êtes né en 1973, vous avez grandi en Alaska, où vous vivez toujours avec votre mari, vos deux filles. Vous avez été libraire indépendante à Palmer, toujours en Alaska, reporter pour le journal local, The Frontiersman. Le premier roman, c'est L'Enfant de neige, très beau livre, publié en 2012 en France, qui est inspiré d'un conte russe et en même temps d'une expérience personnelle dans le Grand Nord. Mais on peut faire le lien, je crois. Qui a été finaliste du prix Pulitzer, et puis un best-seller. Hein, apparemment, ça s'est très bien vendu un peu partout dans le monde. Et puis un deuxième livre sorti aussi et traduit en français aux éditions 10-18, Au bord de la terre glacée. Très beau titre. Et là, une histoire d'ours, c'est le nouveau livre qui vient de sortir. Alors, juste pour le présenter, avant de passer aux questions, Birdie, élève. Alors, Birdie, c'est un pseudonyme, enfin un petit nom qu'on lui donne à cette femme. Hein. Vous avez peut-être vu le film Birdie, c'est la même origine, c'est comme un oiseau. Élève seule sa fille Emmeline en Alaska. Elle travaille au Wolverine Lodge, c'est un hôtel touristique un peu perdu, un peu miteux, pas miteux, mais bon, pas d'une très grande catégorie. Elle fait la fête, elle s'enivre souvent, elle laisse trop souvent sa fille seule. Et tout se sait dans cette petite ville, un village en fait, hein. Une petite ville relativement bienveillante, mais bon, quand même, elle se sent étouffée dans cet endroit. Elle tombe amoureuse d'Arthur, qui est un type taiseux, qu'il ne voit pas, ce qui lui arrive assez rarement dans l'endroit où elle travaille, et qui vit au fond des bois, et que le père d'Arthur, Warren, accompagne parfois jusqu'à la ville. Et très vite, elle décide de s'installer chez lui, là-haut, dans la montagne. Ils sont seuls à des kilomètres de toute route, de toute communication téléphonique, pas d'électricité, etc. Aylwin, on a l'impression, quand j'ai cité les livres que vous avez déjà publiés, on a l'impression que vraiment vos ouvrages sont nourris par cet univers très particulier, par ce paysage, par la montagne, par le froid. Et puis peut-être aussi par la question de la solitude. Et je voudrais vous poser ça comme première question. Est-ce que c'est simplement la situation géographique au fond de l'Alaska et de l'endroit où vous vivez qui donne cette couleur particulière à vos ouvrages, ou est-ce que c'est quelque chose qui est finalement déjà non pas dans le paysage mais en vous?
It's a very interesting question. I really appreciate it. I think I start first and foremost from the landscape that I grew up in. It's what made me want to be a writer. Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Je pense que je commence plutôt par les paysages dans lesquels j'ai grandi et ce sont eux qui m'ont donné envie de devenir autrice. So some people have described the landscape as another character, which I really appreciate. I feel like it is a character unto its own, and that I couldn't write these books particularly if I hadn't lived in Alaska all my life. Et certaines personnes parlent de ce paysage comme étant un personnage, et j'en suis ravie parce que c'est vraiment ça, c'est un personnage en soi, et je n'aurais pas pu écrire ces livres si je n'avais pas auparavant connu ces paysages et vécu dedans. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que quand on imagine l'Alaska, pour nous, Européens, hein, on a l'impression on s'imagine quelque chose de plutôt uniforme. On s'imagine le Grand Blanc, on s'imagine la montagne, mais sans voir forcément de différence d'un endroit à un autre. Et en réalité, on se rend compte que cet univers est multiple, qui contient une quantité finalement de matière romanesque, d'événements, d'incidents qu'on n'imagine pas forcément. Donc ces paysages, est-ce qu'ils sont au fond, est-ce qu'ils sont multiples, ils cachent quelque chose de beaucoup plus profond que l'apparence qu'ils peuvent donner, et en tout cas l'image touristique qu'on peut en avoir, car c'est devenu un lieu touristique. Absolutely. I feel like I want to sort of shatter the myths of Alaska, the way people perceive it from outside, because it's different when you live a place, any place. You live a place a long time, you understand its complexities. Tout à fait. Ce que je veux, c'est vraiment briser le mythe de l'Alaska, la perception extérieure que l'on peut en avoir. Moi, je le vis de l'intérieur depuis longtemps, donc j'en ai une connaissance tout à fait précise. And it's often described as desolate, but that is very not true. There's a lot of life that you have to look closely to see, and that's one of the themes of this book, I would say. Et on dit souvent que c'est un paysage qui est désolé, et ce n'est pas vrai. Il y a énormément de vie, ça fourmille de vie, sauf qu'il faut aller y regarder de près pour le voir, et c'est d'ailleurs une des thématiques de mon livre. Les hommes et les femmes semblent, dans votre livre, à peine tolérés dans cet univers. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a les animaux, les éléments comme la neige, les rocs, la forêt, tout ça bouge en fait sous votre plume. On voit bien que c'est de la vie en permanence. Et les hommes et les femmes là-dedans ont l'air tout petits et très fragiles et à peine tolérés. Vous, comment vous vous sentez là et comment vous réussissez finalement à faire vivre ces hommes et ces femmes dans un tel paysage qui semble peu accueillant? This is very interesting to me. When I visit other places, my sense is that there are small pockets of wilderness surrounded by civilization. And where I live, it is the opposite. Very small pockets of humanity surrounded by wilderness. So you're constantly aware of the wildness of the place, and you're very, very small, just like you said. C'est intéressant parce que quand je me rends ailleurs, en dehors de l'Alaska, j'ai l'impression de me retrouver dans des petites poches de nature sauvage, entourées de civilisation, d'humanité, si vous voulez. Alors que c'est l'inverse, je viens de vous dire exactement l'inverse. Et donc dans l'Alaska, c'est l'inverse, c'est que la nature est prévalente, prédominante, et il y a des toutes petites poches d'humanité autour de ça. I was talking with Oliver Gallmeister, and he was saying he had a friend who described feeling the oppression of the wilderness when he was out in Alaska. For me, it doesn't feel oppressive, it feels like home. Et un ami d'Oliver Gallmeister, donc mon éditeur, me racontait que cet ami avait une impression de se sentir totalement oppressé quand il était dans ce paysage sauvage. Moi, c'est pas l'impression que j'ai, c'est pas l'impression d'être oppressé, d'être écrasé par la nature, c'est au contraire l'impression d'être totalement chez moi. Les touristes pensaient que le Wolverine Lodge était perdu au milieu de nulle part, mais c'était faux. Là-bas, au-delà de la rivière, loin de la route et des lignes électriques, très haut dans les montagnes et les forêts d'épicéas, semblait plus bleue que verte, et où les vallées disparaissaient derrière des séries de sommets successifs,
C'était là que se trouvait la vraie nature sauvage. En général, ça lui éclaircissait l'esprit à Birdie de laisser ses yeux errer au fil des cours d'eau et des crêtes. Birdie, on sent qu'elle a envie de s'évader vers ces endroits encore plus inaccessibles que l'endroit où elle est. Mais il y a un problème, Eowyn. Arthur, donc avec qui elle décide de vivre, bon, au début, ils sont dans cet espace-là, elle est prête à vivre cette existence, Birdie. Elle sait chasser, elle sait pêcher, elle sait bâtir un feu, sa fille se débrouille très bien. Donc mère et fille s'acclimatent, mais difficilement peut-être, mais quand même. Mais Arthur est de plus en plus sombre. Il est silencieux, mais il est souvent absent, et son comportement est étrange, puis inquiétant. Et j'ai parlé déjà de la relation des hommes et des femmes dans un paysage, mais là il s'agit d'autre chose. C'est que d'un seul coup, les hommes et les femmes, en tout cas le couple, se retrouvent face à face. Et il y a une autre violence qui s'exerce à Eowyn à ce moment-là. Yes, absolutely. And I feel like that is true both to humanity and the wilderness. The sense that there are dangerous things happening within relationships or a single person out alone in the wilderness. They mirror each other. Oui, et je pense qu'il y a un parallèle entre la violence qui peut s'exercer au sein d'un couple de personnes face à personne, le danger d'une relation, et puis le danger que peut vivre une personne qui se trouve seule dans un environnement naturel, potentiellement inhospitalier et dangereux. And I think that often we want to say we are separate from the wilderness, separate from nature, but the animal is within us. We try to deny it, but it is there, and that's something of this story. Et souvent, on essaye de se séparer de la nature, de faire la part des choses entre notre part civilisée et une nature plus sauvage, alors qu'il y a un animal qui sommeille en nous, même si on essaye un peu de le repousser. Et le livre parle également de cette part. Un animal qui est en nous, c'est exactement le sujet du livre, en fait. Il y a une conversation à un moment entre Sid, qui est un type un peu, je ne sais pas comment dire ça, un peu babacool, qui vit dans la montagne depuis des années, très cultivé, qui regarde d'un œil bienveillant et attentif Birdie et sa fille. Et voilà, il y a une conversation avec Birdie et Sid, et Sid la regardait, et ses yeux d'un bleu intense reflétaient la lumière du feu. Tu as déjà vu un ours tout dépecé ? Demanda-t-il. Un quoi ? Un ours ? Ah ouais, il y a des années. Un ours noir, quand j'étais petite. Grand-père Hank l'a abattu sur notre terrain. Tu te rappelles à quoi il ressemblait ? Elle se le rappelait, malgré toutes ces années. La première fois qu'elle avait vu l'animal éviscéré, dépecé, sanguinolent sur la terrasse de derrière chez ses grands-parents, elle avait cru que quelqu'un s'était fait assassiner. Un être humain, dit-elle. Exactement. Les mains, les pieds, les muscles des jambes et du thorax, tu lui retires sa fourrure et en dessous de tout ça, ça pourrait être ton frère. Alors là, on rentre dans une dimension dans le livre. Bon, ça pourrait être une simple métaphore, Eowyn. Ça pourrait être la violence des hommes et des femmes. Un homme se transforme en ours. Bon. Mais c'est aussi, je crois, autre chose. Cette part animale qu'il y a en nous. Et là, ça devient un peu magique. On est dans un autre univers qui est tout aussi réel, mais on a l'impression que là, et ça fait peut-être penser aussi au premier livre que vous avez fait paraître, à partir d'un conte russe, on est dans une atmosphère de conte. Yes, so I am fascinated by fairy tales as exactly as you say, a metaphor to use to talk about things that are difficult to talk about. So I grew up in a family with domestic violence. It's not something I talk about a lot, but it was a story I wanted to tell as a little girl. It was something I saw. Je suis très fascinée par les contes parce qu'effectivement, ils nous permettent d'user de la métaphore pour aborder des sujets difficiles. Personnellement, j'ai grandi dans une famille où il y avait de la violence domestique. Quand j'étais enfant, on n'en parlait pas et c'était une histoire dont je souhaitais m'emparer. And I think, though, it's also about that there's beauty and
terror at the same time. They can exist at the same time, just as you can love someone who you're also afraid of. Little Emmeline experiences all that in this kind of, like you say, a magical landscape. Et je pense qu'il est possible de voir coexister la beauté et la terreur, de même que l'on peut aimer quelqu'un que l'on craint dans le même mouvement. Et c'est un peu l'expérience qu'Emmeline fait au milieu de cette nature sauvage. Peut-être juste pour terminer, de manière plus douce, mais un autre endroit où la magie est présente, c'est chez la petite fille. Qui a un animal magique, pas un animal, un ami, pardon, imaginaire, mais qui est un animal magique aussi, mi-libellule, mi-fée, qui vit dans un dé à coudre. Et là, c'est toute la part de l'enfance, de la magie de l'enfance, qui au fond rejoint la réalité du paysage. Donc, ce personnage-là, qui semble secondaire, un peu annexe, un peu perdu au départ, devient peut-être peu à peu le personnage principal avec le lien de la magie. Ayoin. Yes, absolutely, you have it perfectly. At the beginning, you think that Bertie and Arthur are the main characters. They aren't. I'll give you a hint. Emmeline is the main character. C'est exactement ça, vous êtes absolument dans le mille. Au début, on croit que Birdie et Arthur sont les personnages principaux, mais vous avez raison, c'est Emmeline vraiment le personnage principal. Eh ben, je vais laisser la parole à la suite. J'ai juste envie de citer cette parole d'Arthur, l'homme ours, qui dit à Birdie « Je suis en train de t'aimer ». Il n'a jamais dit « je t'aime », il ne sait pas comment le dire. Et elle, c'est la première fois qu'on lui dit ça. Non pas « je t'aime », mais « je suis en train de t'aimer ». Et ça, je vous laisse méditer là-dessus. Merci beaucoup, Ayoin. Merci beaucoup. Merci. Merci. Anne. Oui, alors on poursuit. Là, on a fini la discussion sur l'amour. Et dans le roman présent, il sera plutôt question d'amitié. Donc, c'est une autre forme d'amour. Je vais donc vous parler d'Amiante de Sébastien Dululle. Donc, Sébastien, vous étiez éditeur à La Mèche jusqu'à il y a encore très peu de temps. La semaine dernière. Voilà. C'est très récent. Vous avez écrit 3 recueils poétiques et Amiante est votre premier roman, publié chez La Peuplade, une petite maison d'édition québécoise. Et vous avez obtenu le prix des libraires du Québec, donc bravo. Merci. Alors, le roman se déroule dans la ville de Thetford Mines, pardonnez mon accent. Donc c'est une ville minière spécialisée dans l'extraction de l'amiante. Et donc, Amiante, c'est un roman qui parle de beaucoup de choses, qui parle avant tout d'amitié. Une amitié entre Steve, un petit garçon de 9 ans, qui est plutôt de nature anxieuse, et qui fait la rencontre de son voisin, Charles-Élie, dit le petit poulain, ou petit poulain, qui a 1 an de plus et qui est de nature un peu plus téméraire. Mais Amiante, c'est aussi une ode à la jeunesse, aux années 80. Et en vous lisant, c'est très immersif. On entend les génériques de Goldorak, on entend les génériques des mystérieuses cités d'or, on mange des Rice Krispies, donc ce sont ces petites cornflakes au maïs soufflé. On lit Tintin et on est dans cette cabane qu'ils ont construite tous les deux. C'est une magnifique ode à la jeunesse des années 86. Mais Amiante, comme son titre l'indique, c'est aussi un matériau qui a servi à isoler du froid, à protéger du froid, de la chaleur, donc les bâtiments, mais qui aussi est très, très, très toxique. Et si, en fait, Amiante empoisonne, c'est pas forcément le sujet de votre livre, j'ai l'impression. J'ai plutôt l'impression que vous voulez nous parler de la portée symbolique de l'amiante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, c'est exactement ça. Il m'est apparu à un certain moment que je voulais camper l'histoire d'amitié sur ce territoire-là, mais que la matière même avait 2 faces, poétiques presque, ou symboliques. D'ailleurs, l'amiante, dans les grandes années de l'exploitation, où on se faisait tous
croire que c'était une solution extraordinaire. C'est un matériau indestructible, ininflammable, et on le surnommait l'or blanc. Et donc, une lumière, c'est une matière très particulière aussi, duveteuse, une pierre assez belle en fait. Et donc, avec des qualités positives, et cette amitié-là pour Steve, c'est un peu son amiante contre le monde qu'il trouve très difficile. La famille est rude chez lui, le père est brutal avec l'enfant, et toute la ville, au fur et à mesure où sa conscience s'élargit, il réalise que tout le monde lui semble agressant. Et donc, cette amitié-là agit comme protection, comme isolant. Mais inévitablement, comme vous le dites, il y a cette face négative, toxique de la matière. Et lorsqu'on retrouve Steve à l'adolescence, où là, vraiment, son paradis s'est complètement explosé, là, il fait face à la toxicité de la matière. Et il y a aussi, en quelque part, quelque chose comme un destin inexorable, c'est-à-dire que les mines vont fermer, la matière est condamnée à ne plus être utilisée, elle donne la mort. Donc, c'est comme si la face négative de la matière même limitait les enjeux possibles du roman. En fait, c'est que ce que j'ai voulu travailler, c'est cette idée d'extérioriser toute l'anxiété qui devient une colère à l'adolescence, que j'ai métaphorisé comme un feu qu'on porte à l'intérieur, mais où le sortir dans une ville qui, par essence, ne brûle pas. Donc, ça posait un peu cet enjeu-là un peu inévitable de face à face avec le territoire, mais plutôt à la fin. Au début, on est dans la lumière étrange de cette amiante. Et justement, en parlant de lumière, la lumière de la vie de Steve, c'est son ami Charlélie. Et là, vous avez campé une amitié qui est de toute beauté. Et c'est une amitié comme on la voit rarement auprès de deux garçons, parce qu'il y a des gestes affectueux, il y a de la proximité physique, il y a une fusion, ce qu'on voit plutôt en général chez les petites filles, mais rarement chez les petits garçons. Et j'aimerais, si vous me le permettez, que je lise un extrait qui témoigne de toute l'intensité de cette relation et de la beauté de votre plume. D'accord. Alors, je vous donne le contexte quand même pour que vous puissiez le repérer. Alors, ils sont dans cette cabane qu'ils ont construite tous les deux. Et tout d'un coup, Charlélie sort un cadeau. Alors, on se dit, bon, cadeau entre petits garçons, bon, voiture, etc. Et non, à votre avis, qu'est-ce que c'était ? Un bracelet. Un bracelet. Donc, Steve est très étonné. J'étais béat, sourire niais sous le charme. Un silence moelleux s'était déposé. Je goûtais les reflets de la lumière sur la pierre de mon bracelet, sous le regard de Charlélie, dont la chevelure, le duvet devant les oreilles et les longs cils princiers étaient nimbés des lumières du jour qui faufilaient sa descente entre les branches de notre repère. Le petit poulain avait soulevé son regard pour intercepter le mien, et son visage avait été un instant happé. Dévoré par un rayon orange, et du marron sombre de ses iris avait fusé de petites flammes cuivrées, presque rouges. Une éternité. Voilà, donc je trouve que ces pages sont magnifiques, mais l'amitié prend plusieurs formes, plusieurs contours dans votre livre. Il y a celle-ci, mais il y en a une autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, le roman est basé sur deux époques, c'est-à-dire qu'il arrive donc quelque chose qui vient interrompre de manière très dramatique la première partie du roman, et on retrouve Steve à l'âge de 15 ans, 16 ans, 5 ans plus tard, et j'ai travaillé le roman de manière à créer des correspondances entre les deux époques. Donc, à l'amitié de départ, j'ai voulu créer une autre amitié, qui est une autre chimie, je dirais. C'est une amitié avec une fille qui s'appelle Cindy, qui, elle, plutôt que de se tourner vers l'intériorité, de créer ce refuge comme il faisait avec le Charlélie, le petit poulain, où Steve et eux se retiraient du monde dans leur univers, Cindy l'invite à extérioriser sa colère. Elle lit très, très bien ses enjeux. Elle lui dit, regarde un peu plus loin. En fait, c'est pas que ton père qui est violent. Toute cette ville est violente. Elle serait probablement un féministe et anticapitaliste avant l'heure. Et elle invite Steve à sortir, à extérioriser sa colère. Mais voilà le problème. Steve, en fait, il est plutôt fragilisé à cette époque-là. Mais je trouve important en fait, c'est impossible d'évoluer à l'adolescence sans aucune rencontre. On recherche vraiment, on recherche la sécurité, on recherche du soi dans l'autre. Et Cindy, c'est plutôt un miroir. Autant le petit poulain inspire à Steve de devenir ce qu'il n'est pas, Cindy lui propose quelque chose que Steve ne sera jamais. Et vraiment, et donc c'est plutôt une invitation à devenir lui-même, ce qui n'est pas une invitation simple pour lui à recevoir ou à effectuer. Mais voilà, j'ai travaillé un petit peu le roman avec ces correspondances-là.
Oui, et justement, on a l'impression, puisque vous parlez d'invitation à devenir soi-même, qu'il est difficile pour Steve d'exister en ayant un père comme le sien, qui est quelqu'un de très imposant. Et j'ai l'impression que c'est aussi un roman qui interroge la masculinité. Oui, tout à fait. Vous l'aviez mentionné tout à l'heure, la relation entre les deux garçons. Et pour moi, je voulais explorer l'innocence d'une amitié à l'âge extrême, à l'âge limite où les comportements sociaux commencent à se manifester, où les adultes font comme les garçons, c'est pas comme ça qu'on se comporte, on se tient pas la main. Mais il y a quand même, je pense, la possibilité qu'une amitié de garçons puisse, en toute liberté, en toute candeur, se nouer comme ça. Et ben justement, en dehors de cette amitié-là, Steve rentre à la maison, il a ce père qui est mineur pour la compagnie minière, une des compagnies minières, une de celles qui va fermer. Et il y a tout un tas d'explications qui pourraient justifier pourquoi le père est stressé déjà économiquement et pourquoi il serait violent sur son fils aussi, parce que les hommes s'éduquent à la dure pour s'endurcir, parce que c'est comme dans le prisme du regard du père, il n'y a qu'un seul devenir possible, et c'est un homme, peut-être pas mineur parce que la mine va fermer, mais de toute façon, il faut s'endurcir, le monde est brutal. Et Steve, c'est un hypersensible qui est plutôt il n'est pas féminin pour autant, il n'est pas nécessairement aux antipodes de ça, mais il est sensible et il préfère la vie intérieure, il préfère la lecture, il a un regard esthétique sur le monde, ce que son père ne comprend pas du tout, qui est utilitaire. Alors effectivement, c'est un roman qui travaille la question de comment devenir soi-même quand on est un garçon dans des milieux hyper déterminés par le seul destin possible des hommes. Et pour revenir sur la figure de Steve, qui est quelqu'un de très attachant, d'hypersensible, il faut savoir que vous aussi, vous avez grandi dans cette ville de Thetford Mines. Alors, est-ce qu'il y a un peu de vous en Steve? Vous voulez dire entre Steve Dubois et Sébastien Dulude? Oui, un peu. Je l'ai bien reconnu, cet enfant-là. Je l'ai exagéré, j'ai fictionnalisé beaucoup, mais je suis quand même parti de certaines choses. Moi, je suis arrivé dans cette ville-là, toute ma famille, on ne venait pas de cette ville-là. Donc déjà, il y avait un choc énorme entre la petite banlieue résidentielle autour de Montréal, d'où on venait, et cette ville minière. Qui m'a marqué, je dirais, déjà sensoriellement. C'est ce dont je me rappelle le plus. C'est bruyant, une mine d'amiante. C'est de la roche concassée. Il y a un dynamitage tous les jours à 16 heures qui est précédé de sirènes qui faisaient vraiment militaire ou martial. Donc, tout ça est vraiment, vraiment très impressionnant. Mais je suis parti de mes souvenirs moins factuel que plutôt émotif. J'ai voulu travailler vraiment cette idée-là de si je concentre un peu ce stress-là que j'ai vécu et que je le fictionnalise à travers une histoire d'amitié. Et bon, sans trop dévoiler sur l'histoire, mais qu'est-ce qui arrive si tout ça, en plus, cette sécurité-là s'envole? Et là, ouais, j'ai plutôt obéi à l'histoire qu'à la réalité documentaire de ma vie. Mais c'est sûr qu'en ouvrant ce coffre de souvenirs, il est apparu toutes sortes de détails secondaires qui pouvaient construire l'action du roman. Oui, et puis on voit aussi des paysages qui pourtant, bien que toxiques, semblent magnifiques. On voit ces forêts de pin, on sent cette odeur de pin, et on imagine ces deux garçons sur leur BMX en train de slalomer à travers les dompes. Donc les dompes, ce sont des collines de résidus d'amiante. Donc on a l'impression que malgré tout, quand on nous dit ville minière, je pense que dans l'inconscient collectif, on s'imagine quelque chose de plutôt inesthétique. Alors qu'à travers votre regard, ça a l'air d'être très, 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 très beau. Déjà, ces mines-là sont au cœur d'un territoire forestier vraiment magnifique, c'est un fait, mais c'est quand même, si on a perforé la nature de manière quand même étrange. Et il y a quelque chose de très artificiel de voir des montagnes grises, trop rondes, trop arrondies pour être naturelles. Mais quand on grandit là, ça devient rapidement la normalité, une banalité. Et il y a quelque chose d'assez beau aussi, mais en même temps, il y a quand même... une mine, ça a deux faces. Une mine à ciel ouvert, ça a deux faces. Il y a un trou et il y a les collines. Donc, on voit que les collines, on s'y habitue. Nous, on allait faire pas du vélo, mais du motocross sur ça, où l'hiver, on glissait. Et le trou, on ne le voyait pas vraiment. En fait, on le devinait, mais ça, c'est hyper protégé. Mais on entendait les camions, et ça, c'est une source un peu plus d'angoisse. Mais c'est vrai que, objectivement, c'est pas complètement inintéressant visuellement. Ça a quelque chose de lunaire à travers la forêt. Et je trouvais que ça créait des contrastes aussi entre chaleur et aridité, une espèce de poussière-là, toxique, qui fait contraste avec l'humidité de la forêt.
Et je voudrais maintenant qu'on aborde la question de votre écriture, parce que vous êtes poète également. Et je trouve que c'est une écriture qui est très riche en ellipses, en silence. Et il y a cette langue vernaculaire, si vous me permettez l'expression, avec justement, donc c'est en français, mais c'est émaillé de beaucoup d'expressions québécoises. Et comment passe-t-on de poète à romancier? Dans mon cas, assez simplement, j'avais envie de contourner quelque chose que la poésie ne me permettait pas, c'est-à-dire d'examiner des lieux et des relations entre des personnages, ni plus ni moins. Et comme je pratique le métier d'éditeur de fiction, de roman, pour moi, c'est vraiment dans mon quotidien. Par contre, pour l'écriture, ben, en fait, il n'y a rien qui a changé. Je travaille extrêmement lentement. Je travaille avec un dictionnaire des synonymes continuellement ouvert. Je vais aller chercher le mot le plus riche, qui est peut-être pas des fois le mot le plus efficace, mais je veux travailler avec les vibrations que le langage crée, comme si je voulais que, en poésie, le poème est toujours en train de dire, regarde comment je suis fait. C'est pas simplement, il se résume pas par son propos, c'est sa manière. Et j'ai gardé ces réflexes-là, comme si le livre, pour moi, de l'écriture avait une couleur, comme une direction photo sur un film, et une couleur appliquée au texte qui fait partie de l'expérience de lecture. Je pense que je travaille un peu de la même manière, donc c'est très long. Et des fois, on déplace les mots juste par caprice, parce qu'ils fonctionnent mieux. Des effets sonores aussi, que je trouve qui enrichissent le sens, mais de manière moins directive. Donc, ça laisse, comme dit les ellipses, ça laisse plus de place, je pense, au lecteur pour ressentir. C'est une approche que je n'ai pas changée de la poésie. Mais oui, merci. Non, non, tu peux dire merci. Merci Sébastien Dululle. J'allais dire merci aussi. Et je dis une dernière chose, et je vous invite vraiment à lire ce petit bijou. En tout cas, le titre peut rebuter au départ, mais ce que vous venez d'en dire l'un et l'autre, normalement, vous devriez vous précipiter dessus. Et moi, j'ai failli poser comme question à Ewin tout à la fin de savoir si elle ne pouvait pas aller un peu du côté de la poésie. Donc, on se retrouve. Sandrine Colette, alors, bienvenue à nouveau sur ce café littéraire. Alors, très vite, hein, parce que je voudrais qu'on aille vite sur la bio. Vous avez fait des études littéraires, philosophie, doctorat en sciences politiques, chargée de cours à l'université de Nanterre, consultante à mi-temps dans un bureau de conseil en ressources humaines, et puis hop, vous envoyez un manuscrit aux éditions de Noël et ça marche. Quand même, bon, c'est pas si fréquent. Oui, les premières années ont dû être plus longues que ce que je viens de dire. Des Nœuds d'acier, qui sera publié en 2013, qui rencontre de suite ses lecteurs, et le Grand Prix de littérature policière, et le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. Depuis, c'est une dizaine de livres. C'est ça à peu près, hein, qui vous confirme comme l'une des grandes autrices du thriller français ou du polar français. Parmi eux, Six fourmis blanches, Il reste la poussière, qui obtient en 2016 le prix Landernau du polar, et Toujours les forêts, une fiction post-apocalyptique. Je crois que vous allez entendre pas mal ce mot cette année, récompensé en 2020 par le prix de la Closerie des Lilas, le prix Amerigo Vespucci et le Grand Prix RTL Lire. C'est un trio là. Un tiercé gagnant. Et vous étiez venu au Café littéraire avec On était des loups il y a 2 ans, avec Craig Johnson et son chapeau de cow-boy. Et Yann Manot qui est son bonnet. Et voilà, exactement. On était des loups, qui a eu le prix Jean Giono et le prix Renaudot des lycéens. Et là, on va parler de Madeleine. Madeleine avant l'aube aux éditions Jean-Claude Lattès. Je vais pas résumer le livre d'abord parce que ça se résume pas. Je vais commencer par le lien entre les deux. On était des loups, j'ai l'impression qu'on était vraiment dans un univers masculin. Et là, avec ce livre-là, Madeleine avant l'aube, on est dans un univers féminin. On est en tout cas d'emblée avec un mot où naissent des jumelles, Ambre et Aïlis. Chose qui n'est pas tout à fait acceptée par les gens. Enfin bon, oui, c'est pas tout à fait naturel quand même. Et puis avec une figure centrale, celle de la vieille Rose. Et voilà, c'est en fait ça m'a pas surpris, mais ça m'a interpellé. Je me dis tiens, on était avec effectivement ce récit assez masculin, avec des rencontres pratiquement que d'hommes dans le livre précédent. Et là, c'est l'inverse, il n'y a pratiquement que des femmes. Alors, je sais pas, c'est un hasard, c'est une sorte de balancier naturel qui se fait, Sandrine? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, non, c'est bien de vous interpeller, mais parfois la réponse est assez basique et un tout petit peu décevante. C'est aussi le jeu avec l'éditrice qui me dit, tu sais que tu peux parler aussi des femmes, c'est pas la honte. Ah oui, quand même, il y a quelque chose. Donc non, mais en effet, c'est un jeu de balancier, et c'est vraiment ça. À tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on essaye de changer d'un roman à l'autre, et que ça me paraissait compliqué de repartir sur un roman très masculin après le précédent, de même qu'on essaye de changer la façon de raconter, et on peut utiliser la première personne, on utilise la troisième, on utilise le présent ou le passé, ou un roman choral. Voilà, il faut qu'on s'amuse, nous aussi, quand on écrit, qu'on n'ait pas le sentiment de faire toujours la même chose. Donc ça vient beaucoup plus, en tout cas, d'un jeu dans l'écriture, que, par exemple, d'une espèce d'engagement. Oui, c'est d'abord le rapport à l'écriture, le rapport à l'envie de raconter d'une certaine manière des histoires qui, au fond, ne sont pas tellement différentes, puisqu'on retrouve votre univers, même si là, évidemment, on n'est pas dans le même espace géographique, ni temporel. D'ailleurs, est-ce qu'on est dans un espace temporel? On a l'impression d'être plutôt dans une bulle intemporelle. Et même un espace assez peu délimité, un petit hameau, on ne sait pas trop où ça se passe. On ne sait pas à quelle époque exactement on est. Oui, mais justement, ça m'a fait écho ce que dit Ayoin, qui parle des contes. Parce que je pense qu'en fait, c'est mon schéma d'écriture très souvent. Et c'est ça que je trouve intéressant dans un conte, c'est qu'on ne vous dit à peu près jamais quand c'était ni où c'était. C'est juste à un moment, au fond d'une forêt. Je caricature. Mais en gros, c'est ça. Et le conte, pour moi, ça a cet avantage de ne pas enfermer le livre. C'est-à-dire que les lecteurs ne se disent pas « c'est terrible, mais bon, ça va, c'était il y a 300 ans. Donc c'est fini. » Ou « c'est terrible, mais c'est à tel endroit, c'est pas chez nous. » Voilà, ce que je veux, c'est que ça reste universel. Et c'est vrai que cette espèce de schéma du conte sans cadre spatio-temporel, ça permet de garder une certaine universalité et d'attirer le lecteur dans une réflexion qui est, on peut transfigurer, mais finalement cette histoire dont on devine, allez, que peut-être elle a 300 ans, 400 ans, 500 ans, j'en dis pas beaucoup plus, on actualise, on fait un tout petit effort de gymnastique intellectuelle, et les thèmes qui traversent le roman sont des thèmes qui nous parlent aujourd'hui absolument, et qui nous parlaient sans doute il y a 1000 ans. Donc c'est cette portée du conte qui m'intéressait de conserver avec cette espèce de flou. Alors on est aussi dans un espèce de flou, vous l'avez dit, on change de narrateur, on dit je, on dit il. Alors là, je rappelle ce qui réunit, c'est un titre qui est à hauteur d'enfant, parce qu'il est question d'enfant dans tous les cas, et là il est aussi question d'enfant. Mais à hauteur d'enfant, c'est aussi le point de vue par lequel on entre dans ce livre. Et au départ, on ne sait pas tout à fait qui raconte, on ne sait pas tout à fait d'où ça vient. Et là aussi, il y a quelque chose d'un peu fabuleux, en quelque sorte, puisque on doit essayer de deviner, parce qu'on se rend bien compte que le personnage qui raconte l'histoire fait partie de cette famille élargie, mais on ne le situe pas très bien. Comment ça s'est passé, ça, Sandrine? Alors, vous ne pensez pas que je vais vous raconter ça? Non, mais alors que ça m'a bien plu, moi. Oui, non, mais je dirais, je vais répondre de manière plus large, c'est-à-dire que quand on arrive dans le domaine du conte, en fait, on utilise comme souvent des archétypes, et donc j'utilise tous les archétypes qu'il y a à ma disposition. C'est pour ça qu'il y a des personnages qui peuvent sembler un peu clichés, c'est assumé. C'est le fait qu'il y a le mal d'un côté, alors M-A-L, qui se confond avec le M-A-L-E, mais, ou l'ogre, comme vous voulez. Il y a... L'ours. Pardon? Ou l'ours. Pas là. Oui, non. Non, c'est juste pour faire le lien. Oui, ok. Pardon, Sandrine. Oui, l'ours chez Ayoin, oui, mais comme il y était aussi dans On était des loups, je me suis dit, ça y est, il a bugué, il est 2 ans en arrière. Oui, ça m'arrive de bugger, mais non, mais pas là. On lui redonne la date, là. Voilà, oui, et donc il y a ces espèces d'archétypes, et il y a aussi tout un bestiaire dans l'univers des contes que je peux réutiliser de loin en loin. Alors évidemment, à ma façon, on se les approprie.
Et l'intérêt aussi que tout ne soit pas donné, c'est-à-dire que moi je tiens à ce qu'on a rappelé, par exemple, que mon nouvel éditeur m'a sorti, entre guillemets, du domaine du thriller notamment, pour passer en roman tout court. Et ça permet aussi une liberté beaucoup plus grande, c'est-à-dire que j'ai passé la première moitié de ma vie d'auteur à avoir des gens qui me disaient, je suis un peu surpris, parce que j'ai acheté votre bouquin qui est en polar, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de policier. Donc, Mais c'est bien quand même. Hein. Oui, hein, c'est bien quand même, mais quand même, je suis un peu déçu parce que en fait, c'est pas un policier. Okay. Et avoir d'autres gens qui me disaient ah non, pas question que je lise cette chose, c'est du polar. Je dis non, en fait, c'est pas un policier. Oui, mais moi, je ne lis pas de polar. Voilà. Et donc, avec le terme roman, je trouve que je réconcilie ça, donc ça m'arrange beaucoup. Et ça laisse aussi. Je ne sais pas si ça laisse plus de liberté, mais en fait, bon, on peut vraiment faire ce qu'on veut, aller chercher de tous les côtés. Et donc, je m'applique à ne pas répondre à votre question, qui en dit trop sur le livre. Et ça serait bien qu'on passe à la suivante. J'en ai pas trop. Enfin, j'ai essayé de pas trop en dire. On va vous laisser dans cet entre-deux qu'utilise Sandrine magnifiquement. Voilà, je remets les mots dans l'ordre. Cette atmosphère de conte, c'est un entre-deux parce qu'effectivement, on est dans un monde à la fois réel et fabuleux, imaginaire. On est aussi dans un entre-deux avec ces deux jumelles parce qu'au fond, personne n'est vraiment sûr de les distinguer. Bon. Peut-être le personnage qui raconte, lui, il y arrive. Peut-être leur mari, mais c'est pas très très sûr. Peut-être la vieille Rose, mais on a toujours cette ambiguïté-là. Et qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas évident. On est toujours dans cet entre-deux-là, aussi bien dans l'écriture que dans finalement le récit et ce qui est en train d'arriver. Alors moi aussi, j'ai envie de lire un petit extrait. Les années vont lentement. C'est une qualité de ce monde, qu'il soit paresseux. Il nous laisse le temps, comme si nous avions quelque chose à réaliser, autre que de lutter pour survivre, quelque chose à faire avant de mourir. Les années vont donc en cycles longs. Des saisons maussades, la pluie et le gel prennent trop de place. Les anciens disent que c'était pire avant, que cela reviendra. La dernière fois, c'était pareil. La terre s'est déréglée à petits pas avant de déverser sa colère sur les hommes. 2 années terribles. Et j'ai vu les habitants de la feuille menacer les vieux, les bras levés. Qu'ils se taisent, oiseaux de malheur. Chaque jour, nous nous attachons à les faire mentir. Nous mangeons, même si la qualité des blés est parfois si mauvaise que nous avons faim juste après avoir soupé. Nous ne voulons pas les entendre, nous voulons vivre. Alors, là, c'est vraiment un moment de tranquillité dans le récit. Et en même temps, tout est là comme une tragédie, tout est prêt pour que le malheur s'abatte, parce que ça va s'accélérer. Et on sent que finalement la tension monte, c'est pas un polar, mais il y a du suspense quand même, hein, Sandrine. Oui, l'idée c'est quand même qu'on ait envie de le lire jusqu'au bout. Et donc c'est un vieux reste, c'est un vieux reste de mes années de polar ou de thriller, mais enfin, en fait, c'est surtout écrire quelque chose qu'on aimerait lire, en tout cas, essayer d'appliquer le modèle des romans qu'on referme, vous savez, en se disant, waouh, on a eu de l'émotion, il y a eu de la vibration, il y a eu des sensations, pas un roman qu'on referme, moi ça m'arrive de temps en temps, et 3 jours après j'ai oublié, c'est-à-dire que je suis capable de le racheter chez ma libraire en regardant la 4e de couverture en me disant tiens ça a l'air pas mal. Pas 3 jours après, mais 3 semaines après. Et oui, évidemment, enfin, si vous voulez, un roman, c'est quand même une histoire avant tout. C'est une histoire qu'on raconte, une histoire, il y a un début, il y a une fin, et c'est comme, encore une fois, un conte qu'on peut imaginer qu'on vous racontait au coin du feu avant. L'idée, c'était que personne n'aille se coucher avant d'avoir la fin. On n'a pas parlé de Madeleine, on va le faire avant de se quitter, parce que c'est dans le titre. Hein, Madeleine, ça semble être le personnage principal, et ça l'est, je crois. Il n'y a pas de surprise là.
mais elle prend pas sa place de suite, sinon qu'il y a quelque chose d'un peu prémonitoire où d'emblée on l'annonce avant qu'on la trouve, parce que c'est une enfant trouvée dans le village, Rose l'accueille, et elle va être élevée par une des deux jumelles, celle qui ne peut pas avoir d'enfant, comme étant sa fille. Et d'emblée, quand on la présente, Madeleine, quand on la voit arriver, quand on la sent arriver, c'est une nouveauté. Et c'est peut-être un danger, mais c'est pas dangereux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un par qui le danger arrive. Et moi, j'aime beaucoup cette présence de Madeleine qui finalement précipite les choses alors qu'elle y est pour rien. Elle est victime de tout ça, même si elle a du feu en elle et que, bah, évidemment, elle va provoquer des choses, mais malgré elle. Sandrine. Peut-être pas malgré elle. Pas complètement malgré elle, parce Ouais. que après on va dire que j'aime pas les filles. Donc encore une fois, c'est une vraie héroïne, Madeleine. C'est-à-dire que, disons, c'est malgré elle au sens où, en tout cas, ce n'est pas réfléchi. D'où l'intérêt d'avoir une héroïne qui soit une petite fille, qui n'est pas encore, alors, ni abîmée, ni parasitée, ni surtout freinée par les règles de la société. Et en plus, elle vient d'ailleurs. C'est une petite fille qui sort des bois, qui vient très certainement d'une famille décimée par les famines. Et donc, après, c'est une réalité historique. Hein. On trouvait ces enfants qui erraient sur les chemins parce que toute leur famille était morte, ou alors que leur famille jetait dehors parce qu'il n'y avait plus rien à manger et parce que l'idée était d'essayer de trouver peut-être une ferme ou un village où on leur donnerait quelque chose à manger, un quignon de pain, quelque chose. Donc Madeleine, sans doute, est de cela. Mais elle arrive de l'extérieur, donc elle n'a pas les règles, elle n'a pas les codes. Et c'est tout l'intérêt quand même de ne pas avoir les codes, c'est que c'est pas malgré elle, mais elle est en plus encore à cet âge où on pense que tout est possible. Tout est possible. Elle a toute Tout sa est liberté, possible. en Oui, fait. oui, oui. Et c'est ça qui la pousse à la manière d'un courant d'air, hein, c'est que ça passe. Oui. Alors, par elle arrive la tempête aussi, hein, on va dire. C'est pas juste un courant Et d'air. la tempête, c'est un courant d'air. Oui, un gros courant d'air. Voilà, on va terminer là-dessus. Madeleine est accueillie là. Et il y a autre chose aussi dans le livre qui est cette histoire de famille, en fait. Parce que c'est quand même une famille. Madeleine vient, elle est intégrée à la famille. C'est une famille recomposée, on dirait aujourd'hui, mais c'était en fait le lot de quantité de familles, visiblement, à une certaine époque aussi, où finalement tous ceux qui étaient dans le hameau, bah, c'était la famille. Et il y a à la fois la force vitale et bienfaisante de la famille, et puis en même temps, et on va s'arrêter là-dessus, une certaine violence et un certain rejet aussi. Mais en fait, quand on parle de famille, on parle de la vie entière. C'est-à-dire que dans la famille, il y a l'amour, il y a la joie, il y a les peurs, il y a la domination, il y a les relations entre garçons et filles, entre parents-enfants. Enfin, en fait, c'est une représentation microcosmique de la société, de la vie entière. C'est vraiment le noyau, c'est l'atome hein, de la vie, la famille. Et donc, à partir de là, on peut décliner à l'infini. Merci beaucoup, Sandrine Colette. Madeleine avant l'aube, aux éditions Jean-Claude Lattès. Anne, je te laisse représenter le livre peut-être de Sébastien Duluth. Oui, donc Amiante de Sébastien Duluth aux éditions La Peuplade. Et puis Éowyn AEV, une histoire d'ours aux éditions Gallmeister. On retrouve vos livres au Salon du Livre, hein, il ne faut pas l'oublier, vous êtes en signature très régulièrement, voire juste après.